Bonjour et bienvenue dans l'émission L'invité santé. Dans la nuit du dimanche au lundi 7 février, un jeune infirmier, père de 2 enfants, s'est défenestré du 8e étage de l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. 14 mois après le suicide du professeur Jean-Louis Ménien dans le même établissement, cet acte désespéré a sidéré les personnels soignants et conduit à s'interroger de nouveau sur leurs conditions de travail. D'autant qu'en moins d'1 an, pas moins de 6 infirmiers se sont donné la mort en France. Comment en est-on arrivé là? Peut-on stopper cette spirale infernale? C'est ce que nous allons voir dans un instant avec mon invité. Karim Amri, bonjour. Bonjour. Vous êtes infirmier, secrétaire général de l'Ordre des infirmiers, cadre de santé au centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf en Seine-et-Marne. En Seine-Maritime, pardon. Après le suicide de votre collègue parisien à l'hôpital Georges Pompidou, une enquête a été ouverte. Alors, nous n'allons pas préjuger ici des conclusions de cette enquête, mais le fait qu'il se soit suicidé sur son lieu de travail, est-ce que ça a une signification ? Alors très clairement, en fait, c'est déjà avec une profonde émotion qu'on a appris cet énième suicide d'un collègue. On adresse et j'adresse plus particulièrement mes condoléances à ses proches, à sa famille et à ses collègues, parce que cet infirmier, c'est un professionnel de santé qui, comme vous le disiez, a une trentaine d'années, père de 2 enfants, et qui était connu comme un infirmier exemplaire, joyeux et très professionnel. Donc effectivement, ça interroge le fait de se rendre sur son lieu de travail alors qu'il était en repos et d'effectuer ce geste dramatique. Ça interroge pleinement. Après, on doit rester prudent. Comme vous le disiez, il y a une enquête qui est en cours et qui devra tirer les conclusions. À la suite de ce drame, vous avez demandé à être reçu par Marisol Touraine. Est-ce que ça a été fait ? Alors pour l'instant, Marisol Touraine n'a pas donné suite. Le président de l'Ordre, Didier Borniche, sera reçu dans les prochaines semaines par le cabinet de la ministre. Il est très clair qu'aujourd'hui, on attend des réponses à ce cas particulier, mais aussi au malaise, comme vous l'indiquiez, des infirmiers, des infirmières. D'autant que 5 infirmiers se sont suicidés au cours de la dernière année. Comment interpréter ces chiffres ? Un premier infirmier suicidé au mois de mai à Toulouse, une infirmière suicidée au Havre, près de Rouen, puis un infirmier cadre de santé dans la Sarthe, et enfin 2 infirmières de santé au travail près de Reims. Tout ça dans le même été, effectivement, c'est dramatique et ça interroge sur le malaise de la profession infirmière aujourd'hui qui est mis au grand jour, mais qui n'est pas récent. On a de plus en plus de difficultés liées aux conditions d'exercice dans les hôpitaux, mais pas que dans les hôpitaux d'ailleurs. Il y a une véritable souffrance des infirmières libérales qui s'expriment. Tout ça, ces points doivent être travaillés et on doit pouvoir trouver des réponses pour que ça n'arrive plus. Alors justement, pour bien comprendre, le 24 janvier, les infirmiers et les infirmières défilaient dans la rue à Paris et dans d'autres grandes villes pour dénoncer les conditions de travail. Expliquez-nous au quotidien comment se fait sentir cette pression que vous dénoncez et ces mauvaises conditions de travail. Très clairement, aujourd'hui, depuis plusieurs années, il y a des restructurations hospitalières, des réorganisations, la mise en place de l'ambulatoire dans les hôpitaux qui est mis en avant par les politiques, mais tout ça, ça a des conséquences sur la santé et sur la prise en charge des Français. Parlons des infirmiers d'abord, on parlera des patients ensuite. Pour les infirmiers, très clairement, une prise en charge, qu'est-ce qu'on appelle une prise en charge ambulatoire? C'est-à-dire que dans un service de chirurgie conventionnelle, on va fermer quelques lits, on va en mettre en ambulatoire, où les patients les plus légers rentreront le matin et sortiront l'après-midi. Ce qui fait que dans les lits de chirurgie conventionnelle qui restent, qu'est-ce qu'on a? On a le même nombre d'infirmiers par lit, mais par contre, il y a un accroissement de la charge de travail des patients qui sont beaucoup plus lourds, qui nécessite une attention beaucoup plus importante et par là même où les infirmières là, se retrouvent en difficulté
Parce que ce métier est difficile, il faut le rappeler, mais on le choisit, on le souhaite et on l'aime, ce métier. Mais par contre, quand on s'aperçoit que ce métier est difficile, on ne peut pas l'exercer correctement parce qu'on n'a pas le temps. Une infirmière qui court de lit en lit, de malade en malade, qui ne peut pas prendre le temps pour s'occuper correctement des patients, ça la met en difficulté. Alors, on voit bien que la charge de travail augmente, pas plus d'infirmières ou d'infirmiers, mais plus de patients. Et puis, il y a le sentiment, quand on écoute les commentaires, que vous êtes corvéable à merci. Par exemple, si vous voulez prendre un congé et que vous êtes rappelé à la dernière minute parce qu'il y a une surchauffe dans un service, est-ce que c'est comme ça que ça se passe concrètement ? C'est comme ça que ça se passe. À l'hôpital et dans le libéral, il y a une continuité des soins. C'est-à-dire que s'il y a des arrêts maladie, l'infirmière qui avait prévu de passer Noël en famille avec son jeune enfant, elle peut être appelée quelques jours avant et on va lui demander de venir travailler, de venir remplacer au pied levé. Elle le fera. Mais c'est aussi quelque chose qui est difficile dans le temps. Les infirmières travaillent de jour, de nuit, le week-end, les jours fériés. Il y aura toujours une infirmière pour s'occuper des patients. Et souvent, elle n'arrive pas à prendre ou vous n'arrivez pas à prendre les congés auxquels vous avez légitimement droit ou les RTT. Souvent, c'est difficile et c'est de plus en plus difficile puisque, comme je vous l'indiquais, les patients sont toujours là, mais les infirmières, il n'y a pas plus d'infirmières dans les hôpitaux pour prendre en charge les malades. Alors, vous dites, je crois qu'on est passé de la culture des soins à une culture de la rentabilité. Et d'ailleurs, les infirmières ou les infirmiers ajoutent, on n'a pas fait ce métier pour ça. On n'a pas fait ce métier pour ça. On peut tout à fait comprendre qu'il y ait des contraintes budgétaires et qu'on doit apporter le meilleur service au meilleur prix. Après, je vous donnais l'exemple d'un patient en chirurgie qui va être un patient en fin de vie. Et les autres patients qui l'entourent vont être des patients qui ont des fractures, en tout cas des pathologies bénignes, entre guillemets. Le temps que prendra l'infirmière, il devra être plus important auprès d'un patient en fin de vie. Ça ne se conditionne pas, on ne peut pas rationaliser, standardiser la durée d'un soin. C'est l'infirmière, c'est le professionnel de santé qui l'adaptera en fonction du temps nécessaire. Et c'est ce temps nécessaire qui manque aux infirmières. Et dans ce cas-là, c'est l'administration qui vous rappelle alors en disant vous deviez passer X temps sur ce patient, vous avez débordé de 10-15 minutes. C'est comme ça que ça se passe concrètement ? C'est pas dit aussi clairement, sinon ça se passerait mal, puisque les infirmières ne sont pas corvéables à merci. C'est beaucoup plus insidieux, c'est-à-dire que le nombre de professionnels de santé dans un service est rationné, très clairement, et n'est pas suffisant. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est que l'infirmière fait de plus en plus vite, elle fait son maximum, mais elle se retrouve à courir après le temps. Vous exercez dans un service de pédiatrie, je crois. Comment se passe ou s'exerce cette pression ? Comment vous la ressentez ? Je dirais que j'ai la chance aujourd'hui d'être dans un service où les choses se passent correctement. C'est pas le cas partout. Les nombreux retours qu'on peut avoir, c'est effectivement des gens qui sont rappelés sur leur repos quasiment toutes les semaines, selon les services, selon l'activité. Et je vous parle même pas des services de gériatrie où le nombre de personnel, le personnel soignant est beaucoup plus réduit. Et là, il y a une incidence sur la vie personnelle plus importante encore. Donc vous n'êtes pas directement concerné, mais à vous écouter, on a l'impression que cette maltraitance, entre guillemets, des infirmiers peut mettre en danger la sécurité des patients. Très clairement. Et c'est, je crois, pour ça que les infirmières ont été amenées à manifester. Il n'y a pas d'effet de corporatisme. La difficulté du travail, comme je vous le disais, on l'a choisi, on sait que c'est un métier qui est difficile et ça sera jamais, on n'est pas dans le monde des bisounours, ça ne sera jamais un métier facile. Par contre, on veut pouvoir le faire correctement. On ne demande pas plus de choses, faire correctement notre travail. Mais ce qui n'est pas le cas, par exemple, revenons sur la sécurité des patients. Je crois qu'il y a une étude qui montre qu'en l'espace de 4 ans, les erreurs de soins ont augmenté de 40%. C'est un chiffre qui fait peur au grand public. C'est un chiffre qu'il faut prendre avec attention. Il y a une autre étude très récente publiée dans The Lancet en 2014 qui évoque, alors il y a eu plus de 300 hôpitaux concernés, 9 pays différents, et il était démontré scientifiquement que plus on accroissait le nombre de patients pris en charge par une même infirmière, plus il y avait un retentissement sur le taux de mortalité. C'est-à-dire que dans des hôpitaux où une infirmière a 6 patients en charge,
il y avait une diminution de la mortalité de 30% par rapport à des hôpitaux où la prise en charge pour une même pathologie identique, où la prise en charge... L'infirmière avait en charge 8 patients. Alors, très clairement, en France, aujourd'hui, dans un service de chirurgie, une infirmière, elle a 15 patients en charge, au minimum. La nuit, ça peut être bien plus, ou les jours fériés, et la nuit, ça peut aller jusqu'à plus de 30. Les erreurs médicales ne se traduisent pas toujours par le décès du patient, bien évidemment. Ce sont des erreurs de quelle nature qui sont liées au fait que le personnel est insuffisant au regard du nombre de malades ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'observation clinique, la prise en charge d'un patient nécessite du temps, de l'attention pour pouvoir décrypter, pour pouvoir observer le patient, les symptômes que présente ce patient. Si vous rentrez dans une chambre et que vous n'avez pas le temps d'observer tous ces signes, parfois annonciateurs d'aggravation, qu'est-ce qui se passe? C'est effectivement un risque qui est accru et un risque pour le patient. Il peut y avoir également des erreurs, on voit quelques faits divers de temps en temps, des erreurs de manipulation, des échanges de médicaments entre deux patients. On peut lier ces éléments au fait que la pression des infirmières est plus forte ? Sur les infirmières est plus forte. Très clairement, on ne peut pas parler uniquement de négligence. On est dans un métier où il y a une pression de plus en plus accrue et à partir du moment où il faut toujours faire plus vite, une infirmière qui prépare des médicaments n'est pas Shiva, elle ne peut pas préparer des médicaments avec attention, vérifier que la prescription est conforme et à la fois répondre au téléphone, répondre aux sonnettes et répondre aux demandes des interlocuteurs qu'elle peut avoir. Donc très clairement, il faut pouvoir respecter le travail des infirmières, leur laisser le temps. Et tout ça, ça a un impact effectivement sur la qualité des soins. Alors justement, entre une administration de plus en plus exigeante, des médecins souvent désabusés et des patients exaspérés, quelle est la place de l'infirmier à l'hôpital? C'est ce que nous allons voir dans un instant avec la deuxième partie de l'émission. Vous dites que pour traiter dans de bonnes conditions les patients, il faut d'abord que les soignants ne soient pas malades. Alors, est-ce qu'il y a des chiffres qui avèrent un taux d'absentéisme, de burn-out particulièrement élevé dans la population d'infirmiers à l'hôpital ? Je n'ai pas les chiffres en tête, mais très clairement, oui, il y a une pénibilité aujourd'hui qui est revendiquée par les organisations syndicales et qui n'est pas suffisamment reconnue, qui n'est pas reconnue par les pouvoirs publics. Vous savez, une infirmière qui commence à 25 ans et qui va travailler jusqu'à 45, 50 ans, qui va prendre en charge des patients lourds, des patients qu'il faut mobiliser, elle va être victime de troubles musculo-squelettiques. Enfin, il y a des pathologies qui sont liées à notre profession. On dit que 20% des infirmiers auraient une invalidité à la retraite. Tout à fait, c'est quelque chose qui est possible. J'aurais envie de dire aussi qu'il y a de plus en plus de violence. Alors c'est un sujet qui est croissant, plus en plus de violence à l'encontre des personnels infirmiers. On va y venir dans un instant, mais restons sur la situation des infirmières. Autre chiffre que j'ai glané pour dire que l'espérance de vie des infirmières serait réduite de 7 ans par rapport à la population générale des femmes. Est-ce que c'est un chiffre qui vous surprend ? Ce n'est pas un chiffre qui me surprend, c'est un métier qui est difficile. Ce n'est pas le seul. Enfin, je globaliserais, c'est infirmière, soignant en règle générale. Ce n'est pas un chiffre qui est surprenant, non. Dans votre exercice quotidien au centre d'Elbeuf, comment vous constatez, est-ce qu'il y a par exemple des taux d'absentéisme, est-ce qu'il y a parmi vos confrères et vos collègues des burn-out à répétition? Est-ce que vous constatez vous-même ce phénomène, non pas dans votre service, mais dans d'autres services de l'hôpital? Dans d'autres services de l'hôpital ou alors en tant qu'élu, des choses qui nous sont communiquées très clairement dans un certain nombre de services où la pénibilité est plus importante, où le nombre de personnel soignants est moindre et si les gens ne sont pas en capacité de faire leur travail correctement, ça accroît leur mal-être au travail et ça a des conséquences directes sur cet absentéisme. Et donc un arrêt maladie, peut-être à répétition, lui n'est pas remplacé. C'est-à-dire que vous êtes en sous-effectif du coup. On est en sous-effectif et comme on le disait au début de notre entretien, ça veut dire qu'on va forcément, dans le cadre de la continuité du service rendu, on va devoir contacter une autre infirmière qui va être sur un repos et qui va faire un nombre de journées d'affilée qui vont la mettre, elle aussi, parfois en insécurité. Alors si les Français plébiscitent d'une manière générale cette profession d'infirmière, dans la réalité de l'hôpital, peut-être les choses sont différentes puisque vous êtes
en première ligne pour, je dirais, absorber la colère des patients qui ont trop attendu ou qui n'ont pas vu le médecin. Comment ça se passe ? Alors, c'est un fait. Justement, l'Observatoire national des violences en santé, il y a eu un récent rapport qui a été publié qui démontrait que plus de 18 143 personnes avaient été victimes de violences directes ou indirectes. Ça représente quand même dans les hôpitaux une victime toutes les 30 minutes, ce qui est pas du tout négligeable. Et le personnel est majoritairement touché, à plus de 85%. Ça se traduit comment quotidiennement ? Ça se traduit par une agressivité importante qui peut aller jusqu'à la violence physique. Je rappelle que le personnel infirmier étant majoritairement féminin, cette violence physique est faite à des femmes, plus de 80% de la profession étant féminisée, c'est des violences qui peuvent aller jusqu'à des violences physiques avec des armes, on l'a vu, ça a parfois défrayé la chronique. Mais le plus courant, ce sont des violences verbales ? Le plus courant, malheureusement, ce sont des violences verbales. C'est quotidien, parfois, dans certains services de psychiatrie ou notamment aux urgences. C'est quelque chose qui est grave. Et ce qui est demandé par les soignants, c'est avant tout d'avoir les moyens de prévenir, de désamorcer cette violence. Et ce n'est pas en diminuant le ratio, le nombre de professionnels de santé, pour après devoir ajouter des vigiles. Je crois que ce n'est pas nécessairement uniquement cette solution qui permettra de rétablir une situation convenable à une prise en charge. Vous êtes, vous, contre l'idée de, effectivement, chaque fois qu'il y a un épisode de violence aux urgences, on dit on va renforcer le nombre de vigiles, mais pour vous, ce n'est absolument pas la solution. Au contraire, la violence, cette présence peut même attiser la violence. En tout cas, ce n'est pas une solution universelle. Je crois qu'il faut examiner les choses de plus près, mais il est très clair que moins les infirmières, moins les professionnels de santé au contact direct, plus les patients attendront et auront moins de professionnels en face d'eux pour répondre à leurs attentes, plus ils seront angoissés et plus parfois il pourra y avoir des dérapages. C'est l'exaspération qui conduit à la violence, exaspération que vous pouvez prévenir avec plus de discussions et d'échanges avec le patient. Très clairement, il faut du temps pour bien prendre en charge un patient. Est-ce que le manque de considération donc, à l'hôpital vis-à-vis parfois du métier d'infirmier vient-il du fait que les patients n'osent pas s'en prendre aux médecins ? Oh non, vous savez, malheureusement, personne n'est épargné par cette violence à l'hôpital, même si les infirmières, comme je vous l'indiquais, étaient les principales victimes. Je crois, de mémoire, il y a 9% des victimes qui sont issues du corps médical. Néanmoins, on travaille en équipe et on travaille dans un intérêt commun, c'est de bien prendre en charge la personne soignée. Donc, il y a plus de violence à l'encontre des infirmières puisqu'elles sont, comme vous l'indiquiez, en première ligne. Mais de la part des médecins, il ne peut pas y avoir, le ras-le-bol qu'eux éprouvent eux-mêmes ne peut pas se traduire et se répercuter sur le personnel soignant, sur les infirmières ou les aides-soignants. Ça peut arriver, ça peut malheureusement arriver, mais je crois qu'il ne faut pas généraliser. Les équipes sont soudées et elles sont toutes dans les mêmes difficultés, c'est-à-dire une pression de plus en plus importante, alors que la demande en soins est croissante et nous n'avons pas plus de moyens humains. Tout ne passe pas par des moyens humains, il ne faut pas caricaturer, mais parfois c'est nécessaire. Il faut aussi que les pouvoirs publics ne le balayent pas d'un revers de manche. J'ai vu dans des témoignages quand même qu'il pouvait y avoir du harcèlement moral, voire même sexuel à l'égard des infirmières, en priorité, puisqu'elles correspondent à 85% de vos effectifs, je crois, et que ce harcèlement moral et sexuel existait bien. Ça existe comme dans beaucoup de professions, mais vous l'évoquez, c'est une profession féminisée. Très clairement, moi, ce que je recommande à l'ensemble de mes consoeurs, c'est de ne jamais rien laisser passer et de porter plainte au besoin. Et vous savez, très souvent, malheureusement, lorsqu'une infirmière dérape à l'encontre d'un médecin dans un service, elle se retrouve directement convoquée devant le directeur des soins. Lorsque, dans certains cas, le médecin a ce même dérapage vis-à-vis d'une infirmière, les sanctions ne sont pas du tout les mêmes, elles ne sont pas proportionnées. Donc évidemment, on doit attendre le même respect de n'importe quelle personne avec laquelle on travaille, qu'il soit une ASH, une aide-soignante ou une infirmière ou un médecin. Tous les professionnels doivent être respectés de la même manière. Vous représentez l'ordre des infirmiers. Est-ce qu'il y a, vous avez constaté, une augmentation du nombre de plaintes allant dans ce sens ?
Alors, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que les personnes ne sont pas, il n'est pas dans la culture de déposer plainte. En tout cas, c'est notre travail de représentant de la profession de les inciter à déposer plainte et à signaler ces faits de violence. Est-ce que l'administration, on en parlait un petit peu tout à l'heure, n'a pas tendance à se reposer sur les infirmiers en matière de restructuration et d'économie de soins, des infirmiers pour faire, si j'ose dire, avaler la pilule aux patients? Est-ce qu'elle ne se décharge pas un petit peu sur vous pour faire passer des mesures douloureuses? En tout cas, les infirmières sont les premières victimes de cela. C'est qu'elles n'ont pas les moyens, elles ont de moins en moins les moyens de faire correctement leur travail. Donc ce sont un petit peu les variables d'ajustement de ces restructurations qui, lorsqu'on parle, une ministre ne parlera jamais de diminution du nombre d'infirmiers dans les hôpitaux. Elle pourra éventuellement parler de transformation, de transfert, de diminution de lits. Mais vous savez, quand on parle de diminution de lits, avant tout, on parle de patients, de personnes malades qu'il faudra prendre en charge d'une façon ou d'une autre. Et si on diminue des lits, si on supprime des lits dans les hôpitaux, on supprime surtout des emplois de soignants. Alors justement, on va y venir. C'est dans la dernière partie de l'émission. Il y a, je crois, en France à peu près 640 000 infirmiers, la moitié qui exercent à l'hôpital. Et quand on regarde les chiffres de progression démographique, on s'aperçoit qu'il y a une progression de l'ordre de 3%, je crois, par an. Alors, est-ce qu'il faut augmenter le nombre d'infirmiers ou mieux les répartir au sein d'un hôpital ou même de manière géographique au sein de la France ? Alors, le gros piège du chiffre que vous venez d'annoncer, c'est qu'effectivement, c'est issu du fichier Adélie et l'augmentation est régulière, 3,5% chaque année. En fait, c'est purement déclaratif, un fichier qui est déclaratif. Les personnes s'inscrivent dans ce fichier, elles ne sont jamais retirées. Les personnes qui changent de métier, qui décèdent, resteront toujours comptabilisées. Aujourd'hui, concrètement, à l'hôpital, je peux vous assurer que ça se verrait et ça se saurait si chaque année, on avait une augmentation du personnel soignant de plus de 3%. Donc, ces chiffres ne sont pas forcément... ne correspondent pas à la réalité qu'on vit. Et quand vous regardez les hôpitaux d'une part, les villes d'autre part, vous ne voyez pas que dans certains hôpitaux ou certaines villes, il peut y avoir des régions surdotées par rapport à d'autres qui manquent cruellement de personnel soignant? Dans l'exercice libéral, il y a effectivement des dotations, en tout cas un zonage qui impose, qui limite l'installation de nouveaux professionnels. Après, au sein de l'hôpital, très clairement, la difficulté, on l'a vu avec les récentes manifestations, c'est que c'est partout en France que le manque d'infirmières dans les hôpitaux se fait sentir. Alors vous l'évoquiez tout à l'heure, l'activité de l'hôpital évolue. 40% de la chirurgie se fait aujourd'hui en ambulatoire. La télémédecine ouvre de nouvelles perspectives. Est-ce qu'il ne faut pas repenser aujourd'hui un petit peu le métier, la mission des infirmières ? Il évolue, le métier de l'infirmière évolue. Là, très récemment, la dernière loi de santé a mis en place une nouvelle compétence pour les infirmières qui permet à l'infirmière de prescrire des traitements de substitutifs nicotiniques, donc lui donne de nouvelles missions. Le Conseil de l'ordre des infirmiers a mis en place et en tout cas a promu l'exercice d'infirmière de pratique avancée qui a été retenu dans cette loi. Donc effectivement, la pratique de l'infirmière, l'exercice du métier infirmier va bouger, va évoluer dans les années à venir. Vous citiez deux exemples. Est-ce qu'il va y avoir vraiment une délégation de tâches, je pense par exemple à la vaccination, du médecin vers les infirmiers? Alors, je rebondirais sur la notion de délégation de tâches. On ne parle pas de délégation de tâches, on parle de transfert et surtout de partage de compétences. Aujourd'hui, les infirmières sont compétentes pour effectuer un certain nombre de prises en charge, notamment dans le cadre de la vaccination antigrippale. Et nous avons demandé d'ailleurs récemment à la ministre un élargissement du rôle des compétences infirmières pour mieux prendre en charge la vaccination et en tout cas à agir sur cette problématique de vaccination et de couverture vaccinale insuffisante. Alors la ministre, parlons-en, Marisol Touraine a présenté le 5 décembre dernier une stratégie nationale de la qualité de vie au travail. À peu près un mois ou 2 mois plus tard, vous étiez dans la rue. Ça veut dire que vous ne croyez pas à ces promesses ? Alors, je ne suis pas syndicaliste, je suis professionnel de santé. Sur le terrain, nous les infirmiers, très clairement,
Juste un effet comptable, on ne peut pas mettre en place ce plan qui, de mémoire, est un plan financé à hauteur de 30 millions sur 3 ans, et d'un autre côté, dire que l'hôpital, notamment, doit faire 3 milliards d'économies sur le même nombre d'années. Il y a quand même un sacré paradoxe. Et aujourd'hui, si les infirmières sont dans la rue, c'est qu'elles pourrait revendiquer une revalorisation salariale. Si je vous dis qu'une infirmière qui débute après 3 ans d'études gagne 1 450 € net en faisant week-end, jours fériés, nuit, ça interroge clairement sur la reconnaissance des pouvoirs publics vis-à-vis des professionnels. Aujourd'hui, le plan qui a été mis en place, c'est une chose, c'est une bonne chose. Il faut voir un petit peu quelles seront les évolutions. De mémoire, il y a une demande d'accroissement et un accompagnement ou une augmentation de moyens mis à disposition des services de santé au travail avec plus de psychologues, plus d'assistantes sociales pour les professionnels de santé. Mais les professionnels de santé que nous sommes, ils n'ont pas envie d'être bien soignés, ils ont envie de ne pas être malades. Et donc agissons d'abord sur les causes de ce mal-être au travail plutôt que de vouloir en traiter les conséquences. La cause principale est le manque d'effectifs ? Le manque d'effectifs, aujourd'hui, est une réalité. Et est-ce que vous savez, est-ce que vous avez émis des projections à l'ordre des infirmiers sur le nombre souhaitable d'infirmiers qu'il faudrait sur la France ou par hôpital? Aujourd'hui, le nombre d'infirmières doit être défini selon la charge de travail que l'infirmière va avoir. Il n'y a qu'une chose qui est demandée, c'est que l'infirmière puisse avoir le temps de s'occuper de tous les patients qu'elle a en charge de façon satisfaisante. Et ça, je le redis parce que c'est quelque chose d'important. Une des solutions, et qui existe d'ailleurs dans certains services, en services de réanimation, d'hémodialyse, de soins intensifs de cardiologie ou de néonate, il y a un ratio, il y a un nombre de professionnels, d'infirmiers défini selon le nombre de patients à prendre en charge. Je crois qu'aujourd'hui, ce ratio n'existe pas plus largement pour des services de médecine ou de chirurgie. Il faut pouvoir y réfléchir pour apporter des solutions. Et comme je vous le disais, ce n'est pas simplement le bien-être au travail. Le sujet, c'est celui-ci, mais pas simplement. C'est aussi la sécurité de nos concitoyens et la prise en charge de leur santé. Karim Mamri, merci. Je rappelle que vous êtes infirmier, vous tenez à ce qu'on le dise à chaque fois, mais vous êtes aussi secrétaire général de l'Ordre des infirmiers. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité santé. Merci de votre fidélité.